Bonjour à tous. Alors les gens qui sont debout, venez vous asseoir avec nous. Je fais la rabatteuse de salle. Bon, c'est pas grave. Non, est-ce que j'attends que l'équipe... Alors, nous sommes ravis d'avoir une table entièrement féminine, donc on respecte bien les règles de la diversité, pour un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'émerveillement, parce que quand on parle des arbres et de la forêt, je pense que l'émerveillement est un mot qui illustre bien ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de vivre dans les forêts et dans les villes, si on arrive à mettre des forêts dans les villes. Donc, moi, je dirige une société qui s'appelle Spark News et justement qui utilise l'émerveillement, qui utilise la puissance des histoires positives, des histoires inspirantes pour montrer à tout le monde qu'il y a des solutions sur tous les grands enjeux du monde qui existent et pour leur donner envie d'agir, de contribuer à ces solutions ou de créer leurs propres solutions. Donc voilà, donc nous, l'émerveillement, c'est un vecteur, un moyen, un véhicule qu'on utilise beaucoup chez Spark News. Donc je suis ravie et merci à la Fondation Maison du Monde d'avoir pensé à nous pour animer cette table. Et du coup, en petite introduction, je ne sais pas si le monsieur de la régie m'entend, pas trop. Voilà. On va vous montrer un film qu'on a fait, un petit teaser qu'on a fait chez Spark News, où on a travaillé l'émerveillement aussi avec des artistes. On a fait travailler un collectif d'artistes pour écrire une chanson sur justement qu'est-ce que chacun de nous, comment chacun peut contribuer à son histoire. Et en fait, ce petit film, c'est un teaser pour un événement assez incroyable qui a lieu la semaine prochaine à Paris, enfin à Paris et partout dans le monde. On réunit les 50 plus grands médias du monde, un média par pays. Et le même jour, ces médias font un numéro spécial sur des acteurs de changement. Donc, on a été persuadés, les médias, de parler de solutions, ce qui est quand même pas hyper facile tous les jours. Et deux, on met en avant 50 acteurs de changement méconnus qui sont du coup publiés dans les plus grands journaux du monde. Donc on a plein de belles histoires, de réplications de ces histoires à partager et qui permettent de construire ce monde meilleur qu'on a tous envie d'avoir. Donc on peut lancer ce petit film qui est une façon de vous émerveiller et de vous montrer des jeunes du monde entier, puisqu'il y a 9 langues et 9 musiques dans cette chanson, comment on peut contribuer à un monde meilleur. Ale wyrabką to هيك شيء Tak, ale sama sobie nie poradzę. Możecie? Ja też La marche parce qu'on attend. Ok, bah c'est parti, on commence alors. Ciepło, co mam w sobie, to jest ten czas niosący dary, lepsze zmiany i zamiary. Ziemia, dobro, miłość, życie, zmiany, nadzieja, Just an image, but an entire story. Okay, what's confusing, but what's the use of worrying? Optimistic or pessimistic, important is what we're doing. So we will our pain, put it in the ink to be authors of our story. I ain't just an image, but an entire story. Okay, what's confusing, but what's the use of worrying? Optimistic or pessimistic, important is what we're doing. So we'll build our pain, put it in the ink to be authors of our story. Mauvaise nouvelle, partout on l'écrit. Attends, j'en ai une bonne. Quand est-ce que je l'écris? Ni blanco ni negro, mon océba assis. صفحة بدر توتا سودا هيك بكتب عالمي متعدد الألوان. Our crisis opportunities to raise a new world. بالحرب كنا نحمي الحرب بالشباك الرام. Cigare exotica, ressemble à Shewa. There's so much different with similar problems. Let's share a solution, let's make them trouble. Que s'ouvrent les livres, que se mêlent les voix, car ce monde touche un nouveau départ. اليوم في انطلاق لا نتعمل ضباب فبدل ما نتعب لما بعد بشعطة على الأقل نكون وش باسم لنا القدم وعاجل ما بتعرف التأتي لا طارد الأحلام وبث بالنجوم كل اليأس لا تعاني
optimistic or pessimistic, important is what we're doing. So we will not pain, put it in the aim to be authors of our story. I ain't just an image, but an entire story. Okay, what's confusing, but what's the use of worrying? Optimistic or pessimistic, important is what we're doing. So we will not pain, put it in the aim to be authors of our story. Un énorme merci à Aubance, qui est juste là, qui a contribué à la réalisation de ce film. Et à toute l'équipe de Spark News. On est hyper émus de faire des petites choses comme ça. Alors, revenons à notre émerveillement à nous. Donc, j'ai la chance d'avoir autour de la table 4 femmes, puisque les hommes, visiblement, s'émerveillent moins que nous. Alors, je vais me permettre de vous présenter, mesdames, et puis après, je vous laisserai parler, évidemment. Donc, la première, Jane Shinasi, qui a fait 10 ans de réalisation engagée après son école de cinéma de l'ESRA, qui a monté l'association Hugback, et qui a réalisé 8 films que vous avez probablement vus sur Ushuaïa TV ou TV5 Monde, Les Porteurs d'Espoir, donc aussi des films sur des acteurs de changement. On est un peu proche avec Jane dans notre philosophie de mettre en avant des acteurs de changement. Et là, elle est là aujourd'hui et dans les jours qui viennent pour son projet de Connecter, qui est un super beau projet encore de film pour montrer justement toute la richesse du monde et comment on peut se reconnecter à cette richesse du monde. Donc elle vous en dira plus un peu plus tard, puisqu'elle va traîner en plus dans les couloirs de cet événement. Ensuite, à côté de moi, Nazia Mestaoui, qui est l'artiste qui a recouvert la Tour Eiffel d'arbres. Donc si vous êtes là ce soir, revenez parce que vous allez avoir votre petite Tour Eiffel à Nantes, puisqu'elle va refaire une grande performance artistique. Donc ça s'appelle One Heart, One Tree. Donc ça a été lancé pour la COP 21. Il y a 1 400 000 personnes qui ont contribué par leur battement de cœur, par leur mouvement, à faire émerger des arbres sur la Tour Eiffel. Et il y a 100 000 arbres qui ont été plantés. Donc Nazila a une très belle approche de l'art puisqu'elle utilise le digital pour se remettre dans de l'environnement, enfin connecter le cœur, l'environnement, l'espace et les nouvelles technologies. Donc c'est une façon de nous reconnecter tous à la nature en utilisant les technologies qu'on utilise. Ses œuvres font le tour du monde, New York, le MoMA, le Centre Pompidou à Paris, la Biennale de Dakar, Séville, Shanghai, Sao Paulo. Voilà, un artiste around the world. Et donc aujourd'hui à Nantes, on est très contents. Ensuite, nous avons Carole Balducci, notre italienne, qui est donc en face de moi. Je ne fais pas du tout dans l'ordre, comme ça, tout le monde est un peu perdu. Donc Carole, elle a fait 9 ans auprès de la direction de WWF, 3 ans avec un grand réalisateur, Luc Jacquet, qui a fait La Marche de l'Empereur, Il était une forêt. Et depuis 4 ans, elle est manager de Disney Nature pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, et responsable environnement du lab de Walt Disney France. Voilà, tout simplement. Et Disney Nature, c'est né en France il y a 10 ans. Donc je trouve ça top que ce soit né en France. Je n'avais pas pris conscience de ça, parce que Disney n'est pas, lui, né en France, comme tout le monde le sait. Et Disney Nature, c'est ce label engagé qui nous permet et qui permet à nos enfants et à nous-mêmes de voir des super documentaires en cinéma, en télévision, sur la nature. Donc c'est ces grands films qu'on vient de citer et d'autres dont vous allez nous parler. Et autour de ces films, il y a aussi le développement de produits éco-responsables, d'expériences. Et donc l'idée, c'est vraiment d'associer à ces films du contenu terrain et de la pédagogie. Mais on va en parler pendant la table. Et notre dernière intervenante, je la garde en dernière parce qu'elle m'a fait une description que j'ai trop adorée. Donc c'est Mélissa Conté, qui est donc au milieu, qui est rédacteur en chef de Wapiti. Donc Mélissa, depuis qu'elle est toute petite, elle est abonnée à des magazines nature. Donc elle a été sauveteuse d'insectes quand elle avait l'âge de sauver des insectes. Ensuite, elle a organisé des signatures de pétitions au lycée. Ensuite, elle a été dans différentes rédactions et toujours porté son message engagé. Et donc la nature, c'est sa raison d'être, tout simplement. Donc en fait, peut-être que Mélissa, à un moment, va se fondre dans le gazon et se transformer en arbre. J'ai mis un t-shirt arbre aussi, pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc j'espère rentrer en connexion avec Mélissa.
Et donc Wapiti, c'est un super beau magazine que je vous conseille d'offrir à vos enfants pour les 7 à 12 ans. Mais il y a aussi d'autres marques pour les plus petits, je crois. Et ça fait 30 ans que ça existe. Et c'est un magazine évidemment engagé qui à la fois émerveille et à la fois fait de la pédagogie. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai demandé à chacune de se prêter un petit jeu et de nous raconter votre premier souvenir, un émerveillement, puisqu'on parle d'émerveillement. Racontez-nous votre premier émerveillement avec la nature ou un émerveillement avec la nature. Vous avez des micros. Voilà, je peux te passer. Donc, who starts? Personne. Je commence. Il faut ouvrir le micro. Alors moi, c'est pas forcément mon premier moment d'émerveillement avec la nature, mais c'est un moment qui m'a vraiment touchée. C'était l'année dernière. J'ai eu la chance d'aller sur une île au large du Brésil qui s'appelle Fernando de Noronha. J'étais avec mon fils, mon mari, on va évidemment au bord de l'eau, et puis l'eau n'était pas forcément claire, il y a des requins, machin, j'étais bon, allez vous mettre dans l'eau, tant pis, je verrai rien, je vais quand même mettre un masque et je reste là au bord. Et là, j'adore les tortues. Et là, il y a une tortue qui est restée avec moi pendant une demi-heure. Alors ça a été vraiment une source, je pleurais, le masque, voilà. Donc c'était vraiment un émerveillement incroyable. Alors, je veux bien raconter mon histoire. En fait, pareil, c'est pas mon premier émerveillement avec la nature, mais c'est quelque chose qui a radicalement changé ma vision de ce qu'est notre rapport à la nature. C'était en Amazonie, il y a 7 ans, dans mon premier voyage en Amazonie. J'ai passé un mois avec des tribus. Et en fait, quand j'ai compris le rapport qu'ils entretenaient à la nature, le fait que pour eux, la nature ne soit pas extérieure à eux, mais qu'ils fassent complètement partie de la nature, et surtout quand je l'ai vécu, d'un coup, j'ai pris conscience qu'effectivement, chaque plante, chaque arbre, chaque être vivant a une conscience, a une intelligence, et qu'on fait partie d'un réseau et qu'on n'est absolument pas séparés finalement des autres espèces, mais qu'au contraire, on est interconnecté à tout ce qui est vivant. Et du coup, ça a radicalement changé mon rapport à la nature et finalement, de manière même générale, ma conception de la vie, de la réalité. C'était extrêmement puissant, et du coup je partage beaucoup dans mes œuvres d'art, parce que ça fait, pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu et qui est essentiel. Merci. Et alors quand tu m'as posé cette question, mon premier émerveillement par rapport à la nature, j'ai réfléchi un petit peu, et la première chose qui m'est venue, quelque chose qui venait de très loin quand j'étais vraiment petite, et c'est en fait on avait beaucoup d'animaux à la maison, des cochons d'Inde, des lapins, des petits oiseaux, des pigeons, enfin toutes sortes d'animaux, et on avait des chiens, et c'est la naissance des chiots, parce qu'en fait il y a une maman qui a eu des bébés, et je me souviens vraiment, j'étais toute petite, mais je me souviens très bien de l'émotion de voir cette vie naître. Il fallait y faire attention, il fallait la protéger, on devait nous-mêmes, même si on était jeunes, on nous donnait des responsabilités, il fallait faire attention à protéger les chiots, et voilà, c'est ce souvenir, et depuis pour moi j'ai un rapport très émotionnel à la nature. Merci. Et moi, je finirai simplement en disant que la nature, c'est une force de vie extraordinaire, et que ce qui émerveille toujours, c'est de voir que ça peut pousser à travers du béton. Et donc, elle est plus forte que nous. Et ça me rassure. Merci beaucoup. Alors, chacun dans la salle, fermez les yeux 30 secondes et essayez de vous souvenir d'un beau rapport, d'un émerveillement que vous avez eu avec la nature. On y va? Sinon, je vous remets le clip à fond. Non. Alors, allez, on ferme tous les yeux et rappelez-vous un moment où vous êtes en contact avec la nature, sous l'eau, sur terre, dans l'espace, dans les montagnes. Bon, c'est bon, vous avez trouvé un petit souvenir à l'intérieur de vous. Alors, la première question pour lancer un peu cette table ronde, c'est justement, on parle d'émerveillement, mais on est sur un sujet qui est important, qui est la nature et l'environnement. Et donc, chacune un petit peu, alors je vous laisse un peu prendre la parole, peut-être commence Mélissa, parce que tu as un micro en main. Comment tu travailles justement ce côté émerveillement au sein de Wapiti, évidemment dans ce que vous faites, et quelle part d'émerveillement, quelle part de pédagogie, comment ça cohabite? Et voilà, raconte-nous un petit peu ce travail autour de l'émerveillement. Donc dans Wapiti, on s'adresse aux enfants à partir de 7 ans. Et l'idée est de leur montrer la nature dans toute sa beauté.
Donc il y a une part très importante qui est apportée aux photos. Donc Wapiti, c'est un magazine qui sélectionne les meilleures photos. Pour chaque sujet, on va sélectionner peut-être on va visionner 1000 photos venues de différents photographes animaliers, différentes agences photos, pour choisir la meilleure photo, la plus nette, celle qui montre l'animal en entier, qui sera lisible pour l'enfant. Donc il y a un travail très important qui est mené là, pour que l'enfant voit l'animal dans son contexte. Alors évidemment, c'est jamais un animal en captivité. On va faire attention. On voit sur un animal, on voit une tortue, on voit si elle est en captivité, ou un dauphin. On va voir le reflet. Ah non, ça, parce que c'est pas forcément indiqué sur la référence de la photo de l'agence. On voit que c'est en captivité, donc on ne le prend pas. Il y a une éthique dans le choix de ces photos. Et il y a l'idée aussi de valoriser le travail des photographes animaliers, qui sont... vous savez que le métier de photographe, il est de nos jours un peu compliqué. Il est concurrencé par beaucoup de gens qui font des photos aussi sur Internet, des photos qui circulent. Mais ils font un travail qui est absolument génial. Ils doivent patienter pendant des jours, des semaines parfois, pour prendre la photo du papillon Apollon sur sa fleur. Donc voilà, Wapiti, il y a cette importance qui est accordée à la photo. Évidemment, l'animal n'est pas anthropomorphisé. On n'a pas des photos de chatons dans des chaussettes qui pendent sur des fils à linge. C'est pas ça, hein. C'est l'animal. Mais ça peut être l'animal proche. C'est l'animal qui peut être très loin. Mais il y a toujours dans Wapiti des animaux à poil, à plumes, à écailles. Dans chaque numéro, il y a une variété. Et l'animal très proche de soi. Soigner son chien, des conseils pour son chien, son chat, ou le cheval, ou la fourmi. Voilà. Donc il y a ce côté-là. Faut pas que je parle trop longtemps. Non, t'inquiète pas. Merci. Chez Disney Nature, comment on émerveille? Alors comment on essaye d'émerveiller? Nous, notre point d'accroche, c'est le cinéma. Puisqu'en fait, ça fait 10 ans qu'on existe et on a à peu près un film par an. Le truc, c'est que nous, notre point d'accroche, c'est vraiment de se dire, la nature est sublime. Parce qu'il y a des animaux incroyables qui y habitent, il y a une végétation qui est incroyable, mais c'est surtout que la nature, elle invente des histoires incroyables. Et ces histoires-là, elles sont merveilleuses et normalement, elles nous émerveillent. Donc notre point d'ancrage, il est vraiment là, c'est de partir du postulat que toutes nos histoires, tous les films qu'on fait, Chimpanzé qu'on a montré ce matin à 200 enfants, ou le dernier film qu'on a fait, la Blue, toutes les histoires qu'on présente sont des histoires qui sont inventées par la nature. Et donc du coup, l'émerveillement, il est vraiment dans cet ancrage, ce lien qu'on a à la nature, de ces comportements d'animaux. Et c'est comme ça vraiment qu'on le travaille. Et ce principe que la nature, c'est une féerie permanente. Donc du coup, nos réalisateurs travaillent en général avec des scientifiques pour ne pas raconter de conneries, mais c'est vraiment, on est guidé par ces histoires, toujours. Et donc ça, c'est ce point d'ancrage-là, l'émerveillement, et puis on a un storytelling. Notre métier, c'est vraiment de raconter des histoires, mais raconter des histoires de la nature. Donc, et puis voilà, dans cette logique de cinéma et de pouvoir proposer un spectacle, j'espère, unique aux familles, aux enfants, aux amoureux de la nature. Et puis la pédagogie, on la travaille aussi de façon naturelle, puisque on a un storytelling qui est là pour raconter une histoire, mais on est aussi là pour faire passer des messages. Et cette pédagogie, on la travaille dans nos films, mais on la travaille aussi et surtout dans tous les écosystèmes qu'on met en place autour de nos films, que ce soit un travail avec les scolaires, on travaille énormément avec les enseignants partout en France, où on propose des contenus pédagogiques, avec des outils marketing aussi de cinéma, puisqu'on est un studio, un label. Mais ces outils marketing, ils sont toujours une pédagogie, toujours un message de sensibilisation. Et puis aussi, la pédagogie, elle se fait aussi avec les ONG qu'on soutient depuis 10 ans, puisque nous, on est des passeurs d'émotions. Et on leur passe le relais, on les soutient, et eux sont là dans la pédagogie, peut-être l'engagement aussi. On parlera de l'engagement un peu plus loin, mais c'est vrai que c'est assez clé, et on reviendra aussi sur toutes les actions de Wapiti en matière d'engagement. Jen. Je suis complètement... Vas-y, non, il ne faut rien toucher. Vas-y. Ça va se faire tout seul, d'accord. Okay. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Carole vient de dire. Donc c'est ça, moi, c'est du storytelling engagé, qui soit ludique, divertissant, entertaining, enfin vraiment,
pour que personne ne s'ennuie pendant le film. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des scientifiques et des personnes, des intervenants qui vont vraiment appuyer le côté cartésien et réaliste de l'histoire. Mais derrière, il faut vraiment, je pense, pour émerveiller les enfants en tout cas, avoir une histoire avec un début, un milieu, une fin, et surtout des personnages qui vont nous embarquer dans une aventure extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on émerveille, je pense. C'est par les contes. D'ailleurs, les enfants à l'école, ils demandaient toujours, en tout cas quand j'étais petite, je ne sais pas pour vous, mais dès qu'il y a un prof qui raconte une histoire, les enfants, même quand ça sonne, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça continue. Alors qu'un cours de maths, bon, j'en connais peu qui ont envie, une fois que la sonnerie retentit, de rester dans la salle de classe et d'étudier. Voilà, enfin, donc... non, j'ai jamais eu une accroche avec les maths. Je crois qu'il y a des très belles histoires de maths. Tout est dans le storytelling. Non, mais voilà, donc l'histoire, c'est par l'histoire et les images qu'on émerveille. Nazia. Alors en fait, du coup, moi, les outils que j'utilise sont plutôt technologiques, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'utiliser la technologie sans qu'elle soit nécessairement visible. Elle sert un propos. Et du coup, ce que je cherche à faire à chaque fois, c'est créer une expérience qui touche tous les sens, qui touche à la fois le corps, l'ouïe, l'odorat, et qui permet en fait de se reconnecter, de se remettre en question à travers une expérience qui soit de l'ordre du vécu et non pas une pure compréhension intellectuelle. Voilà. Et pour moi, en fait, les messages s'inscrivent beaucoup plus à travers une expérience qui est de l'ordre du vécu qu'à travers quelque chose qui reste dans la tête. Et c'est ce que je cherche à faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé justement des œuvres comme One Heart, One Tree, où chacun plante un arbre qui pousse au rythme du battement de son cœur et dont on assiste à la naissance virtuellement, qui ensuite est véritablement planté dans un programme de reforestation et qui prend vie. Et ces arbres, potentiellement, vont nous survivre. Et du coup, voilà, l'idée, c'est justement d'associer homme, technologie, nature, dans l'idée justement de nous reconnecter à la nature et comprendre qu'en fait, la nature, c'est pas extérieur à nous, on fait partie de la nature, mais aussi de nous reconnecter aux autres et de nous reconnecter à nous-mêmes. Et pour moi, ça fait vraiment partie des enjeux de notre société aujourd'hui, de se retrouver cette connexion et de sortir d'une vision pyramidale et individualiste. C'est-à-dire quand on se positionne au sommet de la pyramide, on se sort en fait de cet environnement, de cette nature, mais on se sort aussi justement d'une certaine manière de l'humanité. Et c'est ce lien que je cherche à tisser à nouveau à travers des œuvres d'art. Merci beaucoup. Et alors du coup, est-ce que vous avez, dans vos activités respectives, le sentiment que justement ces sujets de nature deviennent de plus en plus importants ? Est-ce que vous mesurez un impact que vous avez justement ? Est-ce que des magazines ou des films trouvent une audience de plus en plus large ? Comment vous vivez un petit peu ces sujets environnementaux qui sont de plus en plus prégnants et votre action, comment elle s'inscrit par rapport à ça ? Est-ce que c'est plus facile de sortir des films, de trouver des financements, de mener des actions artistiques ou réalisations ? En tout cas, il y a une progression comme vous disiez, ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à ces sujets d'environnement, de protection de la nature. Enfin, il y a le discours là, vraiment, il y a une prise de conscience générale que moi je trouve géniale. Un événement comme ça, c'en est la preuve, mais même dans le discours politique, il y a beaucoup de progrès. Oui, on le voit. Et les enfants, ils sont très à l'école, il y a énormément d'actions qui sont faites pour former les enfants, leur apprendre à protéger la nature, à se sentir responsable. Il ne faut pas non plus que ça aille trop loin. Bon, ça, on le verra peut-être tout à l'heure. Il ne faut pas que les rendre responsables de tout ce qui arrive, que ce soit anxiogène. Mais en revanche, oui, moi, je trouve qu'il y a vraiment... effectivement, Wapiti, c'est un magazine qui se porte bien parce que je pense que l'éducation à la nature, tout le monde se rend compte que c'est très important. Et quand on fait une action dont on parlera peut-être tout à l'heure, il y a une adhésion immédiate des gens qui ont envie d'agir. Ils ont envie d'agir et de faire des choses, oui. Moi, je trouve que c'est difficile comme question parce que, évidemment, on est sur le sujet de la prise de conscience collective qui est de plus en plus présent et prégnant, et heureusement. Il y a de plus en plus de documentaires. Sur la partie documentaire cinéma, on sait que la production française, en l'occurrence, est très forte. Au niveau international, il y a de plus en plus de documentaires. Après, la question, c'est... l'impact quand on est au cinéma, c'est le nombre d'entrées. C'est ça qui fait, parce que la distribution, etc.
Donc, il y a des films qui fonctionnent, il y a des films qui fonctionnent moins. La moyenne, on sait que sur un documentaire, un film documentaire, parce que film c'est important parce qu'on a du storytelling. Donc film documentaire c'est plus des logiques aussi de télévision. Film documentaire, on dit qu'un film est bon et a fonctionné à partir de 250 000, 300 000 entrées, ce qui est beaucoup. Après, on a des documentaires qui sont des succès incroyables comme Demain. Ça, c'était l'OVNI. Ils ont fait plus d'1 million d'entrées. Nous, chez Disney Nature, on a des documentaires. Nos films font entre 250 000 et 900 000 entrées. Donc, ça dépend. On voit une évolution qui est... on a une évolution qui est pas forcément dans l'augmentation, mais ça questionne aussi le fait que le cinéma n'est plus le seul vecteur média maintenant de présentation de contenu. On a des plateformes digitales, je ne citerai pas le nom, qui sont présentes maintenant, qui sont aussi là pour cette présentation de contenu. Donc voilà. Après, moi je pense que l'émerveillement, la pédagogie, l'émotion, parce que c'est ça qui est important, je pense au final, cet impact, c'est l'impact en termes d'action et d'engagement, il se fait plutôt quand même bien dans une salle de cinéma, quoi. Donc voilà. Pour revenir sur les résultats, du coup, évidemment, ça dépend complètement des œuvres et du nombre de personnes qu'elles peuvent toucher et de quelle manière et avec quelle profondeur elles touchent aussi ces différentes personnes. Pour donner des chiffres, puisque j'ai un projet sur lequel j'ai des chiffres très clairs, sur One Hot One Tree, sur la Tour Eiffel, il y a eu 1 400 000 personnes qui ont participé au projet et 100 000 arbres qui ont véritablement poussé. Ce qui était important pour moi, c'était justement, par rapport à ces enjeux, faire en sorte que chacun se sente responsable et ait les moyens d'agir. Et là, ça se fait de manière très poétique et très douce à travers une œuvre d'art. Mais derrière, concrètement, il y a des vrais arbres qui sont plantés sur les 5 continents, dans des communautés. Et ce qui me tenait à cœur, en fait, c'était aussi de planter des arbres qui ne seront pas coupés, qui sont là pour régénérer la biodiversité, qui sont plantés avec les populations locales, et ce sont que des espèces locales. Souvent, par exemple, en Amazonie, on a 400 espèces différentes qui sont plantées, donc on est loin de la production et de la monoculture. C'est vraiment, finalement, un projet à long terme avec des impacts positifs pour les communautés, pour l'environnement, pour la biodiversité. Et voilà, savoir que les gens ont participé à ça à travers cette action, à travers une œuvre d'art, c'est, je pense, aussi assez enrichissant pour chacun. Mais par ailleurs, en fait, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est justement de redonner à chacun la capacité d'action et de se sentir responsable, parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrivera véritablement à basculer et à changer de paradigme, sortir d'une vision pyramidale, arrêter de déléguer notre pouvoir et notre responsabilité à d'autres et être les moteurs du changement, enfin, que chacun d'entre nous redevienne les moteurs du changement. C'est très bien parce qu'on... Vas-y. Non, mais je pense que tu as parlé de l'engagement et de l'action, mais c'est très bien. Justement, j'allais justement en parler, c'est que quand on fait une œuvre d'art, un film, justement, c'est d'essayer de faire en sorte que le spectateur ou le public se sente engagé. Et donc, moi, personnellement, là maintenant, quand je fais des films, j'essaye de, par exemple, attaquer le monde à ma façon. Donc avec Connecté, ça va être de créer un alphabet des arbres dans toutes les écoles de France, de permettre au peuple premier du monde entier de communiquer leur savoir, leur sagesse dans toutes les écoles de France, voire du monde. Donc ça, je travaille avec des juristes environnementalistes et tout là-dessus. Parce que je trouve qu'à l'école, encore une fois, les contes, il n'y en a pas assez. Et finalement, des cours sur vraiment nous sensibiliser sur quels sont les 26 arbres qui sont les plus proches de chez soi et les bienfaits des arbres. Je pense que ça serait essentiel et la loi devrait automatiquement inscrire ça dans les écoles. Enfin, ça devrait être tellement logique. Voilà, enfin, bon, je peux en dire plus. Mais... Non, mais tu peux en dire plus, tu es là pour ça. Et c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, à la fois, on est ravis d'entrer par l'émerveillement, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous correspond aussi, enfin, le fait de se réjouir en fait, d'avoir encore cette nature autour de nous. Mais en fait, assez vite, les discussions allaient sur l'engagement. Et effectivement, c'est génial d'émerveiller, mais il y a quand même une urgence environnementale, climatique. Et donc, chacune, dans vos rôles, vous portez surtout, au-delà de l'émerveillement, l'envie de créer de l'engagement. Donc Wapiti, dans la ligne éditoriale, il y a la beauté de la nature, apprendre à soigner les animaux, etc. Mais il y a aussi des actions que vous mettez en place et des messages sans
responsabiliser les enfants, mais quand même, voilà, comment trouver le bon. Alors on parle des enfants, mais il n'y a pas que les enfants à émerveiller, mais comment trouver le bon équilibre entre émerveiller, mais quand même montrer que tout n'est pas rose non plus, quoi, hein, donc il faut agir. Oui, il faut informer. Alors, dans le cas d'un magazine jeunesse, effectivement, alors c'est vraiment un problème, je pense, parce que la presse jeunesse et l'édition jeunesse s'est vraiment emparée de ces questions d'éducation à l'environnement, ce qui est très bien. Après, c'est vraiment un problème de surresponsabiliser les enfants et de produire des contenus anxiogènes et de leur faire porter cette responsabilité. Je veux dire, c'est quand même pas de leur faute s'il y a un changement climatique, s'il y a des problèmes, c'est la faute des adultes. Et par contre, évidemment, c'est bien qu'ils en prennent conscience parce qu'en même temps, ils peuvent dire à leurs parents le mégot, pas par terre, plutôt que de prendre la voiture, on va plutôt y aller à pied. Voilà, ils ont un rôle de prescripteur important. Donc, nous, ce qu'on fait par rapport à ça, c'est qu'en fait, on laisse jamais l'enfant seul avec une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle, les coraux blanchissent, oui, c'est à cause de l'activité humaine, oui. Mais il y a des scientifiques qui interviennent qui font des pouponnières pour essayer de faire pousser les coraux et après de les remettre dans la mer. Et également, on donne une place. Enfin, Wapiti, c'est les animaux, c'est à la photo, et c'est également des schémas scientifiques qui permettent en fait de comprendre les mécanismes, comment ça marche, parce que je pense qu'en fait la peur est une mauvaise conseillère. Quand on a peur, si on est abreuvé de messages négatifs, ça a plutôt tendance à paralyser et puis on ne fait plus rien, on se dit de toute façon tout est foutu, ça ne sert à rien, je vais prendre la voiture. Et alors que non, il faut plutôt comprendre les mécanismes, comment il y a un réchauffement climatique, comment ça marche, quels sont les mécanismes scientifiques. Tu parlais de rationalité tout à l'heure, et après de pouvoir réagir scientifiquement par rapport à tout ça, parce qu'on peut le faire. On peut réagir par rapport à ça. Et vous mettez d'ailleurs en place des programmes où vous engagez les enfants. Tu m'avais parlé du programme avec les peluches. Voilà, c'est l'année dernière, en fait, Wapiti ayant fêté ses 30 ans, on a organisé le peluche-au-don. En fait, on a cherché, les enfants ont envie d'agir, mais il faut trouver quelque chose qu'ils puissent faire, qui soit à leur portée. Donc, on a proposé qu'ils aillent prendre leurs peluches usagées et les rapporter à des ressourceries. Et ça a été un grand succès. Il y a eu 100 000 peluches qui ont été collectées à travers toute la France. Il y a plus de 6 000 enfants qui ont participé. On a fait ça en partenariat avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec Coq en pâte, qui font des super vêtements pour enfants que je vous conseille, et avec les ressourceries et avec le réseau Éco-École. Donc en même temps, dans Wapiti, on les a formés et à la fin, en fait, on a dégagé des bénéfices qui ont été reversés à un programme pour sauver les grands singes en Ouganda. J'ai pensé le programme Rajako. Donc on a pu informer les enfants à la fois sur ce programme pour sauver les grands singes, sur les ressourceries, sur l'économie circulaire et sur le réseau Éco-École. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complet. Et on a pu mesurer surtout l'adhésion, le succès. On a des photos de voitures bourrées de peluches se dirigeant vers la ressourcerie. Les enfants étaient très désireux, et leurs parents, tout le monde pouvait participer, de participer à ça. J'ai un éléphant, mais pas un éléphant comme tu aimerais, je crois, Mélissa, dans mon champ de vision. Et des gens qui nous regardent. Du coup, Carole, toi, au niveau de Disney Nature, comment vous engagez ? Donc vous vous faites rêver dans une salle de cinéma, ça on imagine bien, parce qu'on a tous vu vos films ou vos films documentaires. Comment vous engagez ? Comment vous passez un message un petit peu, un peu plus fort que de l'émerveillement ? Alors, déjà, nous, notre parti pris, il est jamais dans la culpabilisation. Jamais, jamais, jamais. On veut être positif. Cette nature, elle est belle, elle est positive, et on a la même logique. On a la même logique au Six Park News. Je pense que faut arrêter de culpabiliser les gens. Là, moi, je prends pas ma casquette Disney Nature. Je prends plus ma casquette ça fait 15 ans que je bosse dans ce sujet environnement en ONG et autres. Et il y a 15 ans, quand on bossait en ONG, même grosse ONG comme le WWF, on était obligé de passer par la culpabilisation, par les trucs un petit peu plus forts, parce que les gens n'avaient strictement rien à foutre. Les médias n'en avaient rien à faire. Donc on était obligé un peu de secouer les gens. Sauf que, voilà, la prise de conscience, elle est là, les médias sont mobilisés. Alors, est-ce qu'on aime la façon dont c'est traité ? Ça, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Donc, du coup, on est vraiment toujours dans cette logique positive. Après, comment on engage ? Nous, on engage de deux façons. Déjà, parce qu'on fait de la pédagogie, et pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on finance des programmes d'éducation qu'on développe, qu'on diffuse auprès des écoles. On met à disposition des copies de films pour les écoles. Et puis ensuite, on engage vers les associations, la société civile, qui, elle, c'est son métier, en fait, d'agir au quotidien. Et
et j'ai envie de dire que avec Disney Nature, qui est au sein de la Walt Disney Company, on a cette force-là de vulgariser ce sujet de la nature, ce sujet de l'environnement, au sens noble du terme, vulgariser, populariser aussi, parce que Disney touche tout le monde. Et avec donc Disney et Disney Nature, on a cette logique-là de faire passer des premiers messages de sensibilisation, d'action. Autour de Blue, on a fait plein de choses avec la Fondation Tara Expédition, voilà, d'actions simples et concrètes sur ce qu'on peut faire au quotidien. Et puis ensuite, de mobiliser nos audiences, les parents, les enfants, plus les parents que les enfants, parce que les enfants, ils sont en général beaucoup plus au taquet sur de l'action, sur du soutien, etc. Donc on a j'ai envie de dire, voilà, on a cette force-là qui permet d'aller faire passer des messages sur du grand public. Et puis nous aussi, on s'engage en développant tout ça et en toujours cette logique de passer de l'émotion à l'action et s'engager soi-même déjà et engager les autres. Nazia, sur l'engagement, tu nous as déjà expliqué que tu plantais des arbres à partir de chaque performance artistique que tu faisais. Alors, bon, ce n'est pas pour toutes les performances artistiques, mais c'est vrai que pour moi, un des enjeux, c'est justement de, face à la destruction à laquelle on assiste et quelque part, au-delà du réchauffement climatique qui est souvent discuté et débattu, on ne peut pas nier le fait qu'il y a de moins en moins d'espèces végétales, animales et que la biodiversité est en train de disparaître et de s'effondrer et que inévitablement c'est lié à notre activité. Ce qui du coup nous ramène à juste accepter le fait qu'on est le problème, mais on est aussi la solution. C'est-à-dire que, encore une fois, à partir du moment où on se sent responsable, on a chacun la capacité de changer notre mode de fonctionnement et du coup de redevenir acteur. Et pour moi, c'est un vrai enjeu, en fait, de finalement faire en sorte que chacun se sente responsable de manière positive, justement, parce qu'à partir du moment où on en prend conscience, du coup, ça devient très enthousiasmant de voir à quel endroit on peut avoir un impact moins négatif et puis chercher comment, au final, on peut réussir à avoir un impact positif. Mais alors du coup, pour creuser un petit peu ce côté, rechercher non, il y a un éléphant qui passe de l'autre côté. Est-ce que, c'est pas si simple en fait d'engager les gens et en discutant, Mélissa, tu m'évoquais des fois où tu avais mis en place des dispositifs pour engager, en fait, tu étais super déçue parce que nous, on contribue à essayer d'émerveiller, de rendre ça accessible. Mais je crois que le départ de l'engagement, c'est aussi, je te laisse donner le micro à Mélissa, voilà, il y a aussi un rôle à mener des parents, de finalement tout le corps aussi éducatif de nos enfants, etc. Oui, c'est vrai qu'il faut il faut tout un village pour éduquer un enfant, donc c'est vrai qu'il faut être plusieurs. Et c'est vrai que des fois, il y en a un peu des fails. Par exemple, j'avais accompagné effectivement une sortie nature avec mes enfants et d'autres enfants. Et donc moi, je m'émerveille dès que je vois une petite chose de la nature. Je suis genre, oh, regarde la petite fourmi comme elle est mignonne, elle transporte son petit truc pour aller jusqu'à la fourmilière. Et là, il écrase avec son pied. Ah, mais non, t'as écrasé la petite fourmi. Et pareil, oh, la gentille abeille oh, la petite... Bon, voilà, vous avez des enfants qui... Alors bon, voilà, on me raconte régulièrement, mes enfants à l'école, ils me racontent régulièrement qu'il y a des scènes horribles de décapitation de fourmis et d'insectes torturés. Bon, peut-être qu'il faut en passer par là des fois dans l'éducation à la nature pour mettre un peu les mains dedans, quoi. Mais il y a un respect du vivant qu'il faut enseigner aux enfants dès qu'ils sont petits. Ils l'ont pas forcément si ils ne baignent pas dans ce climat-là. Effectivement, un magazine peut faire le travail tout seul. Il faut que les parents sortent les enfants, mais ça aille au parc, mais que les enfants se salissent. Il faut qu'ils se roulent dans la terre. Il faut qu'ils touchent, qu'ils grimpent aux arbres, qu'ils voient les feuilles, qu'ils se fassent mal. Pas trop, mais un petit peu, quoi, qui se piquent et qui voient ce que c'est que le vivant, quoi. Et c'est vrai qu'il pour ça, mais après, il y a on en parle beaucoup maintenant de faire des bains d'arbres, d'aller dans les parcs. C'est très bien qu'on en parle beaucoup, que ce soit à la mode. Il faut sortir avec les enfants. Et c'est un peu l'éducation silencieuse. On ne peut pas être toute la journée sur son portable ou sur son ordinateur et dire aux enfants, ah tiens, va jouer dans la nature, va découvrir. Ben non, il faut y aller avec eux. Il faut leur montrer que soit aussi faire de l'aquarelle avec eux, faire des trucs tout simples. Il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées. Des choses très simples peuvent émerveiller les enfants, même de 10 ou 11 ans, quoi. Est-ce que, Jen, toi, puisque tu es accompagnée d'enfants, je crois, dans le projet Connecté, qu'est-ce que tu observes? Il ne faut pas toucher à ton micro, t'inquiète pas, ça va arriver tout seul. C'est la magie de la technologie.
ouais. C'est le vivant du micro. Tu es en contact avec le vivant du micro. Allô, nous voilà. sommes connectés, c'est ça. Voilà. C'est ok. Et comment ils réagissent par rapport à ce projet comment ça se passe Justement, là, c'est pour ça que je suis désolée, j'ai été sur mon téléphone 2 fois, mais c'est parce qu'au même temps, on tourne le film. Donc, c'est un peu... Donc, en fait, là, il y a 5 enfants qui viennent 3 qui viennent d'un foyer qui s'appelle Rencontre 93 et qui donc ne sont pas tellement sensibilisés à la nature, ils me le disent eux-mêmes, et du coup, ils sont super contents de faire partie du projet, d'apprendre plein de choses. On a rencontré Ernst Zürcher, qui est un super scientifique qui a également été intervenant sur le film L'intelligence des végétaux. On a Jean Rosset, qui s'occupe de l'agroforesterie en Suisse. Bref, on a une liste d'intervenants. Et Nazia Mestaoui, qui m'a inspiré le film, il faut le dire quand même, parce que je suis tellement émerveillée justement par ces œuvres d'art que je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un film avec des œuvres aussi magnifiques? Et pourquoi ne pas justement utiliser ces œuvres-là pour émerveiller des enfants et qui sont à fond dans la technologie, puisque moi, je vois des gamins de 8 ans, ils sont sur leur iPhone, ils savent mieux utiliser la technologie que moi. Là, les gamins m'ont appris, j'ai téléchargé les applications grâce à eux, pour fabriquer de la musique, faire des films avec l'iPhone, je ne savais même pas que c'était possible. Enfin bref. Du coup, ils savent déjà monter, filmer, ils ont leur chaîne YouTube, ils ont 200 jeux à leur actif, enfin. Et au final, je me dis, avec cette technologie, pourquoi ne pas l'utiliser à bon escient pour les aider à se reconnecter à la nature? Donc, les casques virtuels ITOTA, que je vous conseille tous d'essayer, c'est vraiment top. Il y a aussi d'autres jeux comme Tree, et il faudrait qu'il y ait de plus en plus de jeux vidéo, de films, d'œuvres d'art et de magazines qui aident les enfants, qui vont éduquer ensuite leurs parents, puisque les enfants sont les meilleurs éducateurs pour les parents que n'importe qui d'autre. Du coup, sans les culpabiliser, pour arriver à ça. Et donc là, on tourne le film. Il nous reste encore... demain, on va dans la forêt de Brocéliande pour tourner la suite, avec une scientifique qui transcode les stimuli électromagnétiques des plantes en musique. Elle va nous expliquer que les plantes ont une mémoire, en fait, et bref... Vous verrez le film. Et ensuite, on continue le tournage justement à Paris, au ministère de l'Éducation et de l'Environnement également, pour que les enfants puissent aller proposer des textes de loi et voir, faire en sorte que ça marche. De toute façon, ça marchera parce que je ne vais jamais lâcher jusqu'à ce que je sois en vie. Enfin, tant que je suis en vie, voilà. Chacun a sa part. Hein, voilà. Nazia, justement, dans les projets là, que tu mènes, tu vas encore plus loin dans cet usage de la technologie. Enfin, tu me racontais ton projet avec des scientifiques pour la mélodie, la symphonie du vivant. Ouais. Raconte-nous ça parce que c'est quand même assez génial comme idée. Alors c'est une œuvre que j'ai créée en novembre dernier, qui va tourner un peu partout, qui démarre en fait sa tournée aux États-Unis. Et donc c'est une œuvre en collaboration avec des scientifiques qui sont spécialistes de la génétique. Et ce qu'ils m'ont demandé, c'est justement, en fait, eux, ils ont un travail très pointu autour de la génétique avec des milliers d'autres scientifiques. Ils ont décodé le génome de 2 millions d'espèces pour recréer d'une manière très précise un arbre de vie des espèces. Et ce qu'ils voulaient, c'était justement le partager avec un public plus large. Et donc, ils m'ont contactée. Et une des premières idées qui m'est venue, en fait, quand j'ai pensé au projet, c'était justement que... qu'il y a une sorte d'ordre et d'harmonie dans l'ensemble du vivant. Et donc, j'ai demandé aux scientifiques de me donner les gènes qui étaient communs à l'ensemble du vivant. Oui, en fait, il faut savoir qu'on partage une 50aine de gènes avec toutes les bactéries, avec toutes les plantes, avec tous les animaux qui existent. Et donc, ils ont décodé pour moi ces 50 gènes. Et pour chaque acide aminé qui compose l'ADN, j'ai associé une note de musique. Et du coup, ça devient une musique de l'ADN, une sorte de musique de symphonie du vivant qui permet de comprendre l'ordre et l'harmonie qui existent dans le vivant. Et pour moi, de manière très discrète, c'est aussi une manière de questionner le travail des OGM. Et pour moi, finalement, créer des OGM, c'est comme rajouter des fausses notes dans une partition qu'on est incapable d'entendre. Et voilà, du coup, c'est aussi permettre de se reconnecter à quelque chose qui nous dépasse et dont on fait intégralement partie. Et à travers cette œuvre, justement, ça rejoint cette idée d'action. Ce qui m'intéresse, c'est justement passer par le cœur et faire en sorte que chacun change sa manière d'être au monde et donc s'engage dans des actions au quotidien. Et donc, par exemple, cette œuvre permet à chacun de se connecter avec une espèce. Quand on se connecte avec, par exemple, la banane, on comprend qu'on partage 60% de notre ADN avec une banane. Et après, derrière, l'œuvre propose des actions concrètes
qui permettent au quotidien d'avoir un impact moindre. Et ça va être par exemple manger moins de viande. Et on comprend tout l'impact que la consommation de viande a sur la déforestation, sur les pollutions, sur la consommation d'eau, etc. Et en même temps aussi sur notre propre santé, puisque la viande qu'on consomme ici est bourrée d'antibiotiques, d'hormones, et donc a un impact qui n'est pas extraordinaire sur notre santé. Et donc voilà, l'idée c'est se faire du bien, entre guillemets, mais aussi comprendre l'impact qu'on a sur l'environnement et véritablement changer au quotidien. Et donc voilà, il y a des challenges qui sont du zero waste, donc faire du zéro déchet, pas utiliser de plastique, etc. Et donc du coup, encore une fois, changer de mode de vie, changer d'action et avoir un impact moins négatif, mais comprendre en fait qu'on peut beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est un super projet, en tout cas. Donc, les prochaines étapes tu l'as lancé en novembre. Et donc là, comment on peut suivre ça et s'inscrire dans ce projet? Alors, les prochaines dates sont aux États-Unis, donc fin septembre dans le Wisconsin et dans le courant de l'automne à Atlanta. J'espère organiser prochainement des dates en France et en Europe. Là, je suis en pleine production justement de l'application, etc. Mais une fois que tout sera prêt, effectivement, je vais essayer de faire en sorte que ça puisse être partagé aussi en France. Merci beaucoup. Mélissa, toi, quels sont les prochains développements? Est-ce que tu vas utiliser la technologie pour aller connecter les enfants à la nature ou d'autres projets éditoriaux Nous, on est désespérément presse écrite. Enfin, si, on a bien sûr on fait des sites web et des choses comme ça, mais pour l'éditeur auquel Wapiti appartient, Milan Presse, on a toute une ligne de magazines nature. Donc, on continue à avoir ces magazines. Il y a Kolala, Waku, Wapiti. Et puis après, quand on devient adulte, vous avez Terre Sauvage. Et puis, on lance un magazine pour les scientifiques, pour les enfants en septembre, pour les 8-12 ans. Et l'idée est de raconter, un peu comme dans cette idée de raconter une histoire, on a créé une bande de héros qui racontent une histoire, ils vivent une aventure scientifique. C'est pour expliquer, en fait, le but du magazine est d'expliquer la démarche scientifique aux enfants, de la rendre accessible. C'est pas un magazine avec plein de petites brèves scientifiques, c'est vraiment, on raconte une histoire. Et l'idée, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que la science, il faut que tout le monde s'empare des sciences, en fait, de l'information scientifique, pour pouvoir mieux protéger les gens. Un ange passe. Nous, on veut bien un peu d'eau. J'ai chaud. Tu te souviens de ce que tu disais ou pas? Non, voilà. Donc ce magazine s'appellera Curionautes des sciences et voilà, il sera en kiosque en septembre. Donc de donner le goût des sciences aux enfants. De toute façon, vous avez déjà des équipes très scientifiques au sein de Wapiti, ce que tu me disais quand on avait échangé. En fait, il y a... Oui, c'est un peu le même principe que pour Disney Nature. De toute façon, on est journalistes et effectivement, il y a des scientifiques dans la rédaction et puis bien sûr, tous les articles sont relus par des scientifiques et on travaille avec des chercheurs. Il y a une rubrique où on montre le travail des chercheurs, on les prend en photo et voilà, c'est le moment où Wapiti où il n'y a pas que des animaux, il y a des humains, on montre des humains qui font des recherches et qui essaient pour sauver des espèces animales en particulier. Merci beaucoup. Carole? Moi, je suis fascinée par l'éléphant, il est magique. Arrêtons-nous, on regarde l'éléphant. Alors... Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je crois que c'est à 16h au cinéma 14A, prochain rendez-vous, c'est Il était une forêt, il y a Francis Allais qui est là. Ouais. Ce film, il a été inspiré par Francis et c'est un magnifique film. Donc, projection gratuite, 16h au 14A, allez voir ce film. Et puis, nous, on a... J'ai envie de vous dire, on a notre destination digitale qui s'appelle Zoom by Disney Nature, qui raconte tous les jours des histoires qui sont inventées par la nature. Et puis, on a développé pas mal de contenu sur YouTube, parce que les réseaux sociaux, parce que les enfants, parce que c'est ce qu'ils consomment. Donc, pas mal de petites histoires ludiques et pédagogiques, un petit peu scientifiques. Et puis, rendez-vous dans 2 ans. On a un très beau film sur les éléphants qui sortira.
dans le delta de l'Okavango. Voilà. Merci beaucoup. Jen, quand tu as fini de filmer l'éléphant, est-ce que tu peux revenir avec nous, Jen, s'il te plaît? Il reste quelques minutes. Non, mais je suis là. Alors, du coup, donc toi, tes prochains projets connectés, en fait, tu es en plein dedans. Ouais. Donc là, tu es en train de tourner. Voilà. Quand est-ce qu'on peut voir les épisodes? Où seront-ils? Donc, fin juillet, a priori, le montage sera terminé. Des séquences qu'on a tournées là. Donc, et on continue le tournage en septembre et en octobre. Parce que je cherche encore des financements pour pouvoir faire le film. Mais comme je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je suis plus dans l'action. Donc du coup, je tourne et après, si les gens me suivent, tant mieux. Sinon, de toute façon, je ferai mon film. Donc voilà. et je ferai les actions qui vont avec. Qui même me suivent, voilà, ou qui aiment le projet. Bon, voilà. S'il y en a qui aiment Jen, vous pouvez soutenir son film. Tu as une plateforme de... Oui, j'ai la page Facebook du projet Connecté et aussi après il y a un dessin animé qui suit, qui est soutenu par la Maison du Film et la SACEM et ça s'appelle Mon beau sapin. Donc c'est l'histoire d'un arbre et d'un enfant qui deviennent amis. Et c'est dans 3050, donc c'est de la science-fiction. Et il y a tout un autre monde qui a été recréé. Et donc c'est un peu la suite de Connecté aussi, mais cette fois, émerveillement, science-fiction, storytelling. Voilà, engagement. Et Mon beau sapin, donc ça sort dans... Ça, c'est... déjà... tous les dessins sont faits, le scénario est fait. Là, on est en train de créer la musique. Après, il faut de l'argent pour faire le film. Super. Alors, on m'avait demandé de garder quelques minutes s'il y a des questions dans la salle. Je crois qu'il y a quelques personnes qui sont allées déjeuner, visiblement. Ah, merci beaucoup. Monsieur Wildness. Bonjour. C'est pas forcément une question, c'est plutôt une remarque, on va dire. Je trouve que le thème de l'intervention, c'était la connexion et retrouver des moments d'émerveillement avec la nature. On était parti de la forêt, on a élargi la réflexion sur la nature. Pour moi, la connexion, quand on parle pour un enfant ou pour un adulte, ne peut être que physique. Or, ce que vous faites, chacune d'entre vous, c'est très bien. Des œuvres d'art, ça va sensibiliser, provoquer de l'émotion, etc. De la littérature, des films, des documentaires. Il me semble, moi, que l'expérience physique, en termes de reconnexion avec la nature, elle est essentielle. Traverser une forêt de nuit, mettre les mains dans la terre, se piquer avec des orties, traverser une rivière, par exemple, sont autant de moments, à mon avis, de reconnexion avec la nature qui n'est plus trop d'actualité dans notre société, et notamment avec les enfants, vous en avez parlé tout à l'heure, avec les nouveaux objets médiatiques, les tablettes, les smartphones, la télévision, etc. etc. Et je trouve que, il me semble que tout ce que vous avez décrit, tout ce que vous avez exposé, c'est très bien en termes de sensibilisation, mais que la vraie reconnexion, s'il doit y en avoir une, ne peut se faire que par l'expérience physique. Et très certainement que cette reconnexion et cette expérience physique avec la nature, et j'ai bien aimé quand vous avez dit que nous, êtres humains, nous n'étions qu'un élément de la nature et que du coup, il n'existait pas d'environnement. Le terme d'environnement est faux à mon avis. Il y a la nature et nous en sommes un des éléments. Voilà. Et que donc ces moments de reconnexion qu'on pourrait susciter par l'expérience physique donneront très certainement, et j'espère, naissance à certains moments d'émerveillement. Merci beaucoup. Je crois qu'on est assez d'accord avec vous. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mélissa a raconté ses sorties avec des enfants et justement où elle disait que c'était important qu'ils touchent la nature, qu'ils se piquent, qu'ils se frottent à elle. Après, effectivement, là, on est sur une table sur l'émerveillement avec les outils qu'on a. Mais on aurait pu avoir un homme à notre table, par exemple, qui raconte la connexion physique avec la nature. Qui raconte ses sorties nature, parce que nous, on est des médias, donc on est des passeurs. Notre mission, c'est de parler des gens qui font ça. Voilà. Donc dans le magazine, voilà, on va parler des sorties nature, on va leur dire de faire des peintures végétales, on va leur conseiller d'aller faire des animations nature. On est en lien avec les CPN, la FCPN, et qui font des fiches nature chaque mois. Je vous conseille de vous inscrire à l'association FCPN et Nature en famille, qui invite les familles à sortir autour d'un thème. Ce mois-ci, c'est le saule pleureur.
et d'aller faire des jeux avec le soul ou d'autres. C'est vraiment ça, hein, le sujet, c'est vraiment comment les arts et les médias travaillent sur cet émerveillement-là. En fait, on est des passeurs d'émotions et bien évidemment que la connexion, elle se fait dans la nature et c'est notre objectif, la finalité aussi, bien évidemment. On est connecté avec ce que vous dites, bien évidemment. En fait, il faudrait que Maison du Monde organise une table sur les activités dans la nature. Vous devriez leur suggérer pour demain ou ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques par rapport... Non, il faut qu'on arrête. OK. Bon, non, personne ne veut poser des questions. Raconter son émerveillement. Merci beaucoup à tous. Bon déjeuner. Et à ce soir pour Nazia. À tout à l'heure, 16h pour la projection d'Il était une fois. Forêt, oh là là, pardon. En plus, j'ai cité tout à l'heure. Et Jen, donc on va la voir tourner avec ses petits élèves dans les... avec son téléphone portable connecté. Et Mélissa, merci beaucoup à toi. Est-ce qu'il y a de la distribution de Wapiti? L'espace enfant, juste là, voilà, il y a des Génial. magazines Wapiti à consulter qui sont distribués gratuitement. Merci beaucoup.